Alors aujourd'hui, on s'attaque à un gros morceau, le fameux plan Fit for 55. C'est, sans exagérer, la tentative la plus audacieuse de l'Europe de tout changer en matière de climat. On ne parle pas de petits ajustements là, non, non. C'est une refonte complète, une vraie révolution pour atteindre un objectif qui va absolument tout transformer. Et tout, absolument tout, part de ce chiffre. Moins 55%. C'est ça, le cœur du réacteur. L'objectif, c'est de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 55% d'ici 2030, par rapport au niveau de 1990. Ça a l'air simple, dit comme ça, un seul chiffre, mais il va déclencher un effet domino monumental dans toute l'économie. Bon, la question à 1 million, c'est comment est-ce qu'on y arrive? Comment l'Europe compte-t-elle s'y prendre? Eh bien, voilà le programme pour décrypter tout ça. On va d'abord voir comment on met un coup d'accélérateur sur le marché industriel, puis comment on étend le système à la mer et aux airs, ensuite on parlera de cette fameuse frontière carbone, et pour finir, on verra comment un tout nouveau marché va s'inviter dans la vie de tous les jours. Allez, c'est parti. Première étape, la pièce maîtresse du puzzle, on va muscler ce qui existe déjà. L'Europe a déjà son marché du carbone pour les grosses industries, le SEQE. L'idée, ce n'est pas de tout jeter, mais au contraire de rendre ses fondations beaucoup plus solides. Et c'est là que ça devient intéressant. C'est ici qu'on appuie sur l'accélérateur. Imaginez le nombre de permis de polluer comme un gâteau qui rétrécit chaque année. Jusqu'à maintenant, on coupait des petites parts. Là, d'un coup, on va presque doubler la vitesse de réduction. On passe d'un petit jogging à un sprint. Pour les industriels, le message est clair. Il faut se décarboner et vite. Ok, mais comment on s'assure que la pression ne retombe pas? Eh bien, le système a une sorte de soupape de sécurité, un garde-fou, la réserve de stabilité du marché. C'est un peu comme un régulateur. S'il y a trop de permis qui traînent sur le marché et que le prix du carbone menace de s'effondrer, hop, le mécanisme les aspire. Ça garantit que le prix reste assez élevé pour que les investissements verts soient toujours la meilleure option. Et donc tout ça, ça mène à quoi? Au final, l'objectif, c'est de créer un signal économique qui soit à la fois puissant et prévisible. Les permis se font de plus en plus rares, donc logiquement, le prix grimpe. On parle d'un prix qui pourrait atteindre 100 voire 150 € la tonne de CO2 d'ici 2030. Pour une entreprise, à ce niveau-là, ignorer le carbone, ce n'est plus une option. C'est un risque économique majeur. Et à l'inverse, pour ceux qui ont déjà pris le virage bas carbone, eh bien c'est le jackpot. Bon, mettre la pression sur l'industrie, c'est bien, mais ce n'est qu'une partie du chemin. La réforme, c'est comme une onde de choc. Et la vague suivante, c'est l'expansion du système pour attraper deux géants qui, jusqu'à maintenant, passaient un peu entre les mailles du filet, le transport maritime et l'aviation. Pour le maritime, c'est une entrée en matière en douceur, mais inévitable. On commence en 2024. Les compagnies paieront pour 40% de leurs émissions. L'année d'après, on passe à 70%. Et en 2026, c'est terminé, 100%. C'est une véritable révolution pour ce secteur, qui va devoir investir à fond dans des carburants plus propres. Pour l'aviation, alors là, c'est un peu plus complexe. C'est un vrai jeu d'équilibriste. D'un côté, on a le système européen qui marche bien pour les vols à l'intérieur de l'Europe. De l'autre, il y a un nouveau système mondial, CORSIA, qui commence à peine à se mettre en place. Le but, c'est d'articuler les deux pour qu'aucun vol n'échappe à la tarification du carbone. Et surtout, c'est la fin progressive des quotas gratuits, les fameux cadeaux faits aux compagnies aériennes. Ok, mais là, il y a une question qui se pose, une question essentielle. Si on met autant de pression sur nos industries, est-ce qu'on ne risque pas de leur tirer une balle dans le pied? La réponse de l'Europe, c'est de construire un bouclier. Ce bouclier, c'est le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, le fameux MACF. Ce MACF, il est là pour résoudre un problème très simple, qu'on appelle la fuite de carbone. L'idée est la suivante. Si produire de l'acier en Europe devient très cher à cause du prix du CO2, une entreprise pourrait être tentée de fermer son usine ici pour en ouvrir une ailleurs où polluer ne coûte rien. Le MACF empêche ça. Comment? En faisant en sorte que l'acier importé paye exactement le même prix du carbone que l'acier produit chez nous. Ce n'est pas du protectionnisme, c'est juste une question de mettre tout le monde sur un pied d'égalité. Et qui est protégé par ce bouclier pour commencer? On cible les poids lourds, les secteurs les plus exposés à cette concurrence internationale. On parle bien sûr du ciment, de l'acier, de l'aluminium, mais aussi des engrais, de l'hydrogène et de l'électricité. Bref, on protège vraiment le cœur de notre base industrielle. Et ça ne se fait pas du jour au lendemain, évidemment. La mise en place est très progressive. On est déjà dans une phase de chauffe où les importateurs doivent juste déclarer les émissions sans payer, histoire que tout le monde s'habitue. Les vrais paiements, ça commencera en 2026. Et en même temps, de manière parfaitement synchronisée, on va supprimer petit à petit les quotas gratuits pour les industriels européens. La logique est vraiment implacable.
Et on arrive maintenant à la dernière grande pièce du dispositif. C'est l'expansion la plus audacieuse et, soyons clairs, la plus sensible politiquement. On va parler de la création d'un tout nouveau marché du carbone, qui cette fois va toucher directement le quotidien. Ce nouveau système s'appelle le SEQE2. Et sa cible, c'est notre consommation d'énergie de tous les jours. L'essence qu'on met dans la voiture, le fuel ou le gaz qu'on utilise pour se chauffer. Le mécanisme est malin, par contre. On ne va pas demander à chaque citoyen d'aller acheter des permis pour polluer. Non, l'obligation pèse sur ceux qui nous vendent le carburant, les distributeurs. C'est eux qui doivent acheter les quotas. Et ce coût, bien sûr, ils le répercutent ensuite sur le prix. La question que tout le monde se pose, ça va coûter combien? Alors, pour le carburant, les estimations tournent autour d'une augmentation de 10 à 20% d'ici 2030. Et pour se chauffer, l'impact risque d'être encore plus fort. Pour les foyers qui dépendent du fioul ou du gaz, la hausse pourrait être de 15 à 25%. Évidemment, ces chiffres, ça peut faire peur. Et ça pose une question sociale majeure. C'est pour ça que, en même temps, l'Europe met en place un filet de sécurité absolument énorme, le Fonds social pour le climat. On parle de 87 milliards d'euros. Une somme gigantesque pour aider les ménages les plus vulnérables à payer leurs factures et à investir dans des solutions moins chères. L'idée, c'est que personne ne soit laissé sur le bord de la route. Et si on prend un peu de recul, voilà l'architecture complète. D'ici 2030, l'Europe aura mis sur pied une machine climatique impressionnante. On a un premier marché, super puissant pour l'industrie. On a ce nouveau marché pour orienter les choix du quotidien. On a le bouclier aux frontières pour assurer une concurrence équitable. Et enfin, les fonds de transition pour garantir la justice sociale. Quand on met tout ça bout à bout, on a un système qui couvre plus de 75% des émissions de l'Union. C'est un ensemble vraiment cohérent. On termine donc sur cette question. L'Europe est en train de bâtir pièce par pièce le système de décarbonation le plus complet et le plus intégré au monde. C'est un pari gigantesque, c'est complexe et ce n'est pas sans risque. Mais la vraie question, ce n'est plus de savoir si ça va marcher pour l'Europe. La question, c'est de savoir si le reste du monde va oser s'en inspirer.